Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue après ça à Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente un classique du jeu de société moderne. Il s'agit du jeu The Castles of Burgundy. C'est un jeu qui a été édité originalement en 2011 chez Alea et Ravensburger. Et ils ont sorti cette nouvelle édition en 2019 qui, dans le fond, a fait une petite refonte visuelle du jeu de base et on a inclus la majorité aussi des extensions à même la boîte. C'est un jeu de l'auteur très connu Stefan Feld qui se joue de 1 à 4 joueurs et dont les parties vont durer de 70 à 120 minutes. Le but du jeu va être de marquer le plus de points de victoire en fabriquant un domaine sur notre plateau personnel. C'est un jeu de placement de dés, de recrutement et de placement de tuiles avec des combos assez impressionnants à faire. Donc les joueurs vont à chacun de leur tour lancer des dés qui vont leur permettre de faire des actions pour aller s'acheter des tuiles ou bien pour placer des tuiles sur leur plateau personnel, et chaque sorte de tuile va avoir différents effets quand on va les placer. Donc on va essayer de faire les meilleurs combos pour pouvoir marquer le plus de points et l'emporter. Alors, The Castle of Burgundy, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense, et comme on est le premier lundi du mois de juillet, on va lancer notre concours du lundi pour le mois de juillet 2021, concours dans lequel vous pourriez gagner une copie de Castles of Burgundy. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau principal au milieu de la table et on va le placer sur le côté 2 à 3 joueurs. C'est le côté où on va retrouver des cases avec des chiffres 3 inscrits à l'intérieur. On va se former des réserves à côté du plateau avec les différentes tuiles qu'on va classer par couleur. On aura les tuiles noires, les tuiles beiges avec les bâtiments, les tuiles jaunes avec les monastères, les tuiles vertes avec les animaux, les tuiles bleues avec les navires, les tuiles grises avec les mines et les tuiles vertes foncées avec les châteaux. Il est à noter que les tuiles châteaux, mines et navires sont recto-verso avec des images puisque toutes les tuiles de chacune de ces 3 catégories sont toutes identiques. Alors que les tuiles des 4 autres couleurs sont vraiment face cachée puisqu'il y a plusieurs types de tuiles dans chacune de ces 4 couleurs. On va aussi se former une réserve avec les tuiles ouvriers et une réserve avec les jetons de pièces. On va ensuite faire une réserve avec les tuiles marchandises et on va aller de cette réserve faire 5 piles de 5 tuiles marchandises qu'on va aller placer dans le haut du plateau principal sur les 5 emplacements A, B, C, D, E qui vont représenter dans le fond la piste pour compter les 5 rondes de jeu de la partie. Les tuiles marchandises restantes seront placées à côté du plateau pour former une réserve. Dans le bas du plateau principal, on va aller placer les 2 tuiles bonus de chaque couleur en plaçant la tuile bonus la plus petite en dessous et la plus grosse par-dessus. On aura 6 couleurs de tuiles bonus qui correspondent aux 6 types de bâtiments qu'on va retrouver sur notre plateau personnel. Les tuiles bonus pourront être gagnées par les joueurs pendant la partie lorsqu'ils auront réussi à placer des tuiles sur toutes les cases de ces couleurs de leur plateau personnel. Chaque joueur va recevoir un plateau personnel qui représente son domaine. Les plateaux sont numérotés en bas à gauche. On vous suggère de prendre le plateau 1 ou 2 pour votre première partie. On donne aussi à chaque joueur une tuile aide de jeu qui est recto-verso, qui contient les différents types d'actions qu'on peut exécuter d'un côté, ainsi que les points qu'on peut marquer en finissant les différents districts de notre domaine. Et d'autre côté, on a toutes les sortes d'actions qu'on peut exécuter avec toutes les couleurs de tuiles. Les joueurs vont aussi recevoir de leur couleur leurs 2 dés, leurs 2 pions, ainsi qu'un marqueur de 100 et 200 points de victoire. Les joueurs vont piocher de façon aléatoire 3 tuiles marchandes de la réserve, ils vont les révéler et les placer dans les cases de stockage de leur plateau principal. S'ils ont pioché des marchandises avec le même numéro, ils vont les placer sur la même case. Les joueurs vont débuter avec une pièce qu'ils vont placer dans la réserve de pièces de leur plateau principal et ils vont aller chercher dans la réserve une tuile château qu'ils vont placer sur la case verte foncée centrale de leur plateau principal s'ils ont choisi le côté numéro 1.
Les joueurs vont placer un de leurs pions de couleur sur la case 0 de la piste de score du plateau principal. On va ensuite déterminer un premier joueur au hasard en lançant un dé et le premier joueur va recevoir devant lui le dé blanc. Le premier joueur va aussi commencer avec une tuile d'ouvrier qu'on va placer dans la réserve de notre plateau principal, alors que le deuxième joueur commencera la partie avec 2 tuiles ouvriers. Finalement, les joueurs vont aller placer leur deuxième pion de couleur sur la case la plus à droite du pont du plateau principal. Le premier joueur va placer son jeton sur le dessus. Une partie de Castles of Burgundy se joue en 5 rondes de jeu qui sont lettrées de A à E avec la piste dans le haut du plateau. Chacune de ces 5 rondes sera ensuite divisée en 5 tours de jeu où les joueurs joueront à tour de rôle. À leur tour, les joueurs vont lancer leurs 2 dés de couleur pour exécuter des actions. Ils pourront notamment s'acheter des tuiles d'ouvriers qui leur permettent de manipuler les dés. Ils pourront vendre des marchandises qu'ils ont accumulées sur leur plateau personnel, mais principalement ce qu'ils vont faire, c'est acheter des tuiles dans le marché du plateau central pour les placer dans leur zone de stockage et ensuite prendre d'autres actions pour prendre les tuiles de la zone de stockage et aller les placer sur les emplacements de leur plateau personnel pour construire leur royaume. Chaque couleur de tuile pourra avoir des bonus lorsqu'on la placera sur notre plateau principal pour pouvoir nous permettre de créer différents combos et d'essayer de tenter de marquer le plus de points possible. Les joueurs vont aussi tenter de compléter les différents districts de leur plateau personnel qui sont les différentes zones de différentes couleurs. Lorsqu'un district sera construit au complet avec des tuiles, il va aussi rapporter des points bonus. Et plus vite dans la partie on va le fermer, plus vite plus il va valoir de points. À la fin de la 5e ronde de jeu, on va passer au décompte final des points et le joueur qui aura marqué le plus de points sera déclaré vainqueur. Au début d'une ronde de jeu, il y a une phase de mise en place à effectuer avant de commencer. Premièrement, si jamais il reste des tuiles sur le plateau principal de la ronde précédente, on va retirer toutes ces tuiles et on va les retirer de la partie. Évidemment, on n'a pas besoin d'appliquer ceci à la première ronde de jeu. Ensuite, on doit remplir le marché de tuiles au centre du plateau principal avec différentes tuiles de différentes couleurs. Premièrement, on a la zone noire au milieu du plateau. Comme on joue seulement à 2 joueurs, on n'utilisera pas toutes les cases où il y a un 3 sur le plateau principal. On voit donc qu'il y a 4 cases à remplir avec des tuiles noires. On va donc les piocher dans la réserve et on va révéler face visible 4 tuiles dans ces emplacements. Autour du dépôt noir, on retrouve 6 dépôts qui sont numérotés de 1 à 6, qui correspondent aux valeurs sur les dés. Et à chaque dépôt, on va avoir des tuiles qui sont associées de différentes couleurs. Encore une fois, on n'utilisera pas les cases où il y a des 3 sur le plateau principal. On va donc remplir chacun des dépôts avec les couleurs de tuiles des différents emplacements. Donc le dépôt 1, on a une tuile beige et une tuile bleue. Pour le dépôt numéro 2, on a une tuile jaune de monastère avec une tuile de château. Dans le dépôt numéro 3, on a une tuile d'animaux avec une tuile bâtiment. Dans le dépôt numéro 4, on a aussi une tuile bâtiment et une tuile navire. Le dépôt numéro 5, on a une tuile de mine et une tuile de monastère. Et pour le dépôt numéro 6, on a une tuile d'animaux et une tuile bâtiment. On va prendre la pile la plus à gauche de marchandises. Donc ici, on va commencer la ronde A. On va donc prendre les 5 tuiles marchandises et on va les révéler dans les 5 cases qui vont représenter les 5 tours de jeu de cette ronde. Une fois la mise en place terminée, on va commencer la phase des tours de jeu des joueurs. Les joueurs vont jouer en alternance 5 tours de jeu les uns à la suite des autres pour cette ronde de jeu. Au début d'un tour de jeu, tous les joueurs vont lancer de façon simultanée leurs dés. Le premier joueur, lui, va lancer les 2 dés de sa couleur ainsi que le dé blanc. Donc, il est responsable d'un dé supplémentaire. On va justement regarder le résultat du dé blanc. On va prendre la première tuile marchandise en haut de la piste des tours de jeu et on va la placer sur le dépôt indiqué par le dé blanc, donc le dépôt numéro 2. Et on va la placer à cet emplacement sur le plateau principal.
C'est la seule utilité du dé blanc. Lorsque c'est fait, le premier joueur peut le placer dans sa zone de dés utilisée sur son plateau. On commence donc les tours de jeu des joueurs par le premier joueur, celui qui est en possession du dé blanc. Donc le joueur va jouer 2 actions à son tour de jeu et va utiliser dans le fond un de ses dés pour chacune de ses actions. Donc il va effectuer une action avec son 2 et une action avec son 5. Évidemment, les numéros des différents dés vont avoir une influence sur les actions qu'on peut exécuter. Donc, le premier joueur va exécuter ses 2 actions en dépensant ses 2 dés. Ensuite, le deuxième joueur va exécuter ses 2 actions. Et ensuite, on va recommencer un deuxième tour de jeu en lançant nos dés, en plaçant cette marchandise. Et on va continuer ainsi de suite jusqu'à temps qu'on ait fait les 5 tours de jeu de cette ronde. Il existe 4 types d'actions qu'un joueur peut exécuter. On va en exécuter 2 à notre tour de jeu. On peut, si on veut, exécuter 2 fois la même action. Comme certaines actions sont dépendantes des chiffres obtenus sur nos dés, on peut manipuler les résultats de nos dés en dépensant des tuiles d'ouvrier. Chaque tuile d'ouvrier dépensée peut augmenter la valeur ou diminuer la valeur de 1 sur un de nos dés. On peut aussi faire diminuer la valeur d'un dé qui est à 1 et le faire passer au résultat 6. Et on peut augmenter la valeur d'un dé qui a un résultat de 6 pour le faire passer à un résultat de 1. Lorsqu'on utilise nos tuiles d'ouvrier, on va les défausser et les remettre dans la réserve. Le premier type d'action qu'on peut exécuter est d'aller acheter des tuiles dans les 6 marchés qui se trouvent dans le plateau principal pour pouvoir les placer dans la zone de stockage de notre plateau personnel. Donc, par exemple, je pourrais utiliser mon dé 5 pour aller acheter une des tuiles qui se trouve dans le marché numéro 5. Donc, j'ai le choix entre la mine ici ou le monastère qui est là. Donc, je pourrais décider de prendre la mine, de la placer dans une des 3 cases de notre zone de stockage. Et comme je viens d'utiliser mon 5, je vais le placer dans ma zone de dés utilisée. Pour ma deuxième action, je pourrais aller chercher une tuile dans le marché numéro 2. Je pourrais prendre la tuile de château et la placer dans ma zone de stockage et placer mon dé dans la zone utilisée. La zone de stockage est limitée à 3 tuiles. Donc, si jamais j'ai déjà 3 tuiles dans ma zone de stockage et que je décide d'aller en acheter une autre, je devrais défausser une de mes tuiles qui se trouve ici. Je vais la perdre pour pouvoir lui faire une place et ainsi la stocker. La deuxième action principale possible est l'action de placer des tuiles, c'est-à-dire prendre des tuiles de notre zone de stockage, dépenser un dé et aller placer la tuile sur une des cases de notre royaume. On doit par contre respecter les règles de pose de tuiles. Premièrement, on doit toujours placer une tuile pour qu'elle soit adjacente à une tuile qui est déjà placée. C'est-à-dire qu'au début de la partie, je peux seulement placer des tuiles autour de mon château central. De plus, on doit respecter la couleur des tuiles et la couleur des cases de notre plateau, c'est-à-dire que les mines sont des tuiles grises, on peut seulement les placer sur des emplacements gris. Les châteaux sont des tuiles vertes foncées, on peut seulement les placer sur les cases vertes foncées. On peut seulement placer les navires sur les tuiles bleues, les animaux sur les tuiles vertes pâles, les monastères sur les tuiles jaunes et les bâtiments sur les tuiles beige. Et finalement, lorsqu'on veut placer une tuile, on doit utiliser un dé qui correspond à la valeur de la case où on veut placer la tuile. Par exemple, si je veux faire mon tour de jeu et placer la mine qui est dans ma zone de stockage, je vois que j'ai une case grise qui est adjacente à mon château principal et j'ai un 4, donc je vais dépenser mon 4 et je vais pouvoir placer la mine dans cet emplacement. La majorité des tuiles vont déclencher des effets de jeu lorsqu'on va les placer sur notre plateau principal, sauf les mines. Donc elle n'a aucun effet lorsqu'on la place, mais elle va pouvoir nous rapporter des pièces à la fin de chacune des rondes de jeu. Regardons maintenant les effets des autres types de tuiles lorsqu'on les place sur notre plateau personnel. Allons-y avec les tuiles de navire qui vont aller sur les cases bleues. Lorsqu'on va placer une tuile navire, on va exécuter 2 choses. Premièrement, on va aller chercher toutes les marchandises qui sont dans un des 6 dépôts du plateau principal pour les placer dans notre zone de stockage de marchandises. Donc, je pourrais prendre la marchandise qui est ici et la placer dans une case libre. Si on prend des marchandises et qu'on a déjà des marchandises de ce type-là, on va les empiler les unes par-dessus les autres. Si jamais on n'a plus de place et qu'il y a trop de marchandises au dépôt qu'on a choisi, on devra laisser les marchandises qu'on ne peut pas prendre dans le dépôt. Ensuite, le joueur va avancer sur le pont son jeton de 1
Le pont représente la piste d'initiative, donc si le joueur qui est rendu le plus avancé sur le pont n'est pas le premier joueur, il va prendre le dé blanc à l'autre joueur, il va devenir le premier joueur. Ici, c'est mon joueur rouge qui a avancé, donc il conserverait le dé blanc et resterait premier joueur pour le prochain tour de jeu. Si jamais le joueur vert place lui aussi une tuile bateau à son tour de jeu et qu'il vient placer son jeton par-dessus le jeton rouge, à ce moment-là, le joueur vert deviendrait premier joueur. Il va prendre le dé blanc et le placer devant lui. Regardons maintenant les tuiles vertes pâles, qui sont les tuiles d'animaux. Il y a plusieurs types d'animaux qui sont dessinés sur les tuiles. Donc, je pourrais placer une tuile ici où il y a 4 cochons. Lorsque je place une tuile dans une zone verte pâle, donc dans un pâturage, on va marquer les points pour tous les animaux de ce type. Donc ici, j'ai placé une tuile avec 4 cochons, mais ce sont mes 4 seuls cochons qu'on retrouve dans cette zone, donc je vais marquer 4 points de victoire. On va donc pouvoir avancer de 4 sur la piste de score. Si dans un tour suivant, je viens placer une tuile avec 3 moutons, bien, je vais scorer des points pour tous les moutons qu'il y a dans cette zone. J'ai évidemment juste 3 moutons, donc je vais avancer de 3 sur la piste de score. Si dans un prochain tour de jeu, je viens placer une tuile avec 3 cochons, bien là, je vais marquer des points pour tous les cochons dans cette zone. Donc j'en ai un total de 7. Je vais donc marquer 7 points. Regardons maintenant les tuiles jaunes de monastère. Il existe 2 types de tuiles de monastère. Des tuiles qui vont nous donner des pouvoirs passifs pour toute la partie et des tuiles qui vont nous donner des objectifs de fin de partie. Par exemple, je pourrais placer cette tuile monastère ici. C'est un pouvoir passif qui fait qu'à chaque fois que je vais placer une tuile beige, je vais pouvoir augmenter ou diminuer la valeur de 1 comme si j'avais utilisé une tuile d'ouvrier. Je vais avoir ce pouvoir pour le reste de la partie. Alors que si je plaçais cette tuile ici, c'est un objectif de fin de partie, ça va me donner 4 points de victoire à la fin de la partie pour chaque bâtiment beige de pensionnat que je vais avoir sur mon plateau personnel. Regardons maintenant les tuiles vertes foncées qui sont les châteaux. Donc si j'ai placé mon château qui est ici, le château nous donne une action supplémentaire avec la valeur de notre choix. Donc c'est comme si je dépensais un dé de la valeur de mon choix. Je dois dépenser cette action immédiatement. Et finalement, on retrouve les tuiles beiges qui sont des tuiles de bâtiment. Il existe 8 types de bâtiments dans le jeu de base qui sont tous décrits sur la tuile d'aide de jeu. Il y a aussi une règle particulière pour les bâtiments, c'est-à-dire que si je bâtis par exemple une église dans cette zone de ville, dans cette zone beige, je ne peux pas placer le même bâtiment dans les autres cases de cette zone, donc je ne pourrais pas construire une deuxième église dans la même zone. Je pourrais par contre la construire dans une autre zone de beige de mon plateau personnel. Et c'est la même chose pour tous les types de bâtiments. On peut seulement en avoir un de chaque type dans une zone de notre plateau. Premièrement, nous avons les marchés. Donc, si je construis un marché, je peux aller recruter de façon gratuite une tuile verte pâle d'animaux ou une tuile bleue de navire du plateau principal dans un des 6 marchés et la placer immédiatement dans ma zone de stockage. On ne peut pas aller chercher les tuiles noires qui sont au centre du plateau avec le marché. Si on construit un atelier de menuiserie, on peut aller chercher un bâtiment, donc une tuile beige dans n'importe quel des 6 marchés et le placer dans notre zone de stockage. Et comme avec le marché, on ne peut pas aller chercher une tuile qui se trouve dans la zone noire. Pour l'église, c'est la même chose que les 2 autres, sauf qu'on peut aller chercher une tuile de mine grise, une tuile monastère jaune ou une tuile de château verte foncée dans un des 6 marchés et la placer dans notre zone de stockage. Encore une fois, on ne peut pas aller chercher une tuile qui se trouve dans la zone noire. Si on construit un entrepôt, le joueur pourra effectuer une action de vente de marchandises immédiatement. C'est une action qu'on vous expliquera un peu plus loin. Si on construit un pensionnat de famille, le joueur va gagner immédiatement 4 tuiles d'ouvrier qu'il va placer dans sa zone d'ouvrier de son plateau personnel. Si un joueur construit une banque, il va gagner immédiatement 2 jetons de pièces qu'il va placer dans sa réserve personnelle. Si on construit un hôtel de ville, le joueur pourra prendre une de ses tuiles de sa zone de stockage et la placer immédiatement sur son plateau. Je pourrais décider de placer mon marché à cet emplacement et ensuite je vais activer mon marché qui pourrait me permettre d'aller me chercher une tuile de navire. Et finalement, si on construit une tour de guet, elle vaut tout simplement 4 points de victoire à la fin de la partie.
Pendant la partie, si un joueur réussit à compléter une zone de la même couleur sur son plateau personnel, de fermer une zone, il va marquer des points bonus. Les points bonus vont être donnés en fonction du nombre de cases qu'il y a dans cette zone et en fonction de la ronde à laquelle on est rendu dans la partie. Disons que nous sommes encore à la fin de la première ronde et que le joueur dépense son 3 ici pour aller placer sa tuile de tour de guet sur cet emplacement. Il vient de terminer une zone de 3 tuile beige. On va donc aller regarder combien de points il va marquer. Premièrement, on est encore dans la ronde A, donc on a un bonus de 10 points. Plus on est tôt dans la partie, plus le bonus est important. Et ensuite, on va regarder le nombre de cases de cette zone. C'est une zone de 3 cases, ça donne donc 6 points bonus. On additionne donc 6 et 10, ça fera un total de 16 points pour avoir fermé cette zone à la première ronde de jeu. Si un joueur réussit à terminer une couleur au complet sur son plateau principal, donc ici en plaçant ce château, j'ai réussi à recouvrir toutes les cases vertes foncées, je vais aller gagner la tuile bonus de cette couleur, donc ça va me rapporter 5 points à la fin de la partie dans une partie à 2 joueurs. Si mon adversaire le réussit pendant la partie, il va prendre la petite tuile et il va seulement marquer 2 points bonus. La troisième action qu'on peut exécuter est l'action de vendre des marchandises. On a vu tout à l'heure qu'un des bâtiments peut déclencher cette action, mais on peut aussi décider d'utiliser un de nos dés pour exécuter cette action. Par exemple, je voudrais vendre les marchandises qui sont ici. Donc ici, c'est des marchandises mauves qui correspondent au chiffre 2. Donc si je dépense mon dé à valeur de 2, je peux vendre les marchandises du même numéro. Je vais vendre toutes les marchandises que je possède avec ce numéro-là. Donc je vais les retourner sur l'emplacement des marchandises vendues. Chaque marchandise que je vends dans une partie à 2 joueurs va me rapporter 2 points de victoire. Donc 2 fois 2, ça me donne 4 points de victoire. Et à chaque fois que je fais l'action de vendre des marchandises, peu importe combien j'en ai vendu, je vais toujours aussi gagner une pièce. Et la quatrième action qu'on peut exécuter, c'est de dépenser un dé, peu importe sa valeur, et d'aller chercher 2 tuiles ouvriers de la réserve et les placer dans sa réserve personnelle. En plus de ces 2 actions, un joueur peut, une fois par tour, s'il le veut, dépenser 2 pièces de sa réserve personnelle pour aller acheter une des tuiles du dépôt noir au centre du plateau principal. Je pourrais donc dépenser mes 2 pièces et acheter cette tuile où il y a 4 cochons et la placer dans sa zone de stockage. Et on va continuer à jouer des tours de jeu jusqu'à temps que les joueurs aient joué les 5 tours de jeu dans cette ronde. Et lorsque ça sera fait, on va déclencher la fin de la ronde. À la fin de la ronde, les joueurs vont gagner une pièce pour chaque tuile mine qu'ils ont sur leur plateau principal. Donc mon joueur ici a une mine, il va faire une pièce, alors que mon joueur qui est ici n'en a pas construit, donc il ne gagnera pas de pièce. Il y a aussi certaines tuiles monastères qui peuvent avoir des effets qui vont se déclencher à la fin de la ronde. Et ensuite, on revient à la phase de mise en place pour la prochaine ronde. Donc, on va commencer par enlever toutes les tuiles au centre dans les différents marchés. On va laisser les marchandises dans les différents dépôts, par contre. Et on va remplir à nouveau le dépôt central avec des tuiles noires et des tuiles de différentes couleurs dans les différents marchés. Et on va ensuite révéler les 5 marchandises pour les 5 tours de la deuxième ronde de jeu. On va jouer la deuxième, la troisième, la quatrième, la 5e ronde de jeu. Et à la fin de la 5e ronde de jeu, ça va déclencher la fin de la partie. Et on va passer au décompte final des points. Les joueurs vont faire la majorité de leurs points pendant la partie. Si jamais on arrive au bout de la piste de score et qu'on recommence, les joueurs vont placer leur marqueur de 100 points. Si jamais on fait un deuxième tour de la piste de score, on va le retourner de l'autre côté aux 200 points. En plus de tous ces points, les joueurs vont gagner 1 point par pièce restante, vont gagner 1 point par tuile marchandise non vendue à la fin de la partie. Ils vont gagner 1 point pour chaque paire de tuiles ouvriers qu'ils vont leur rester à la fin de la partie. Et ils vont aller cumuler les objectifs des tuiles monastères jaunes qui en possèdent. Par exemple, ici j'ai 4 points par pensionnat. J'ai réussi à construire 1, 2, 3 pensionnats, donc ça me donnerait 12 points. Et j'ai cette tuile-ci qui me donne 4 points par entrepôt. J'ai seulement un entrepôt, donc ça va me donner 4 points. Le joueur qui aura marqué le plus de points sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a le moins de cases libres sur son plateau personnel qui va l'emporter. Sinon, c'est le joueur qui est le plus à gauche sur le pont. Et si les joueurs sont sur la même case, c'est le joueur qui est au-dessus. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Castles of Burgundy. Je vous reviens avec mon opinion personnelle.
personnel. Qu'est-ce que je pense de Castles of Burgundy? Premièrement, on le sait, c'est un jeu qui n'a pas besoin de présentation. C'est vraiment un classique du jeu de société moderne, même s'il n'a seulement que 10 ans. C'est un jeu en 10 ans qui a extrêmement bien vieilli. Je pense que sa plus grande force, c'est vraiment les combos qu'on va réussir à déployer pendant la partie. On a vraiment l'impression d'être dans un jeu de construction d'engine, tellement les combos sont le fun à développer. Puis la planification, elle se fait tranquillement. Tu sais, ton royaume grossit, ça te donne plus de cases disponibles pour placer des tuiles, faire des combos, essayer de finir des zones rapidement pour scorer avec les bonus de plus on est tôt dans la partie. Tu as des combos avec les sortes de bâtiments. Chaque bâtiment a des effets différents. Je peux aller me chercher des monastères qui vont me donner des pouvoirs pour la partie, ça va peut-être me donner un avantage dans ma stratégie. Si j'ai tel pouvoir, ben, je vais peut-être focuser tel genre de tuiles ou essayer de faire tel combo. Si je vais chercher tel objectif de fin de partie, ben, je vais essayer de construire ces bâtiments-là un peu plus souvent pour bénéficier de ce bonus-là. Bref, il y a beaucoup de combos possibles entre les différentes tuiles, les différentes couleurs et tout ça. Donc c'est vraiment très le fun de ce côté-là. C'est sûr que tout ce que vous faites va donner des points et à essayer d'être le plus efficace possible, essayer de générer des actions de bonus aussi avec les châteaux au bon moment pour pouvoir bénéficier de ces actions-là, c'est quand même important. Être capable d'aller acheter des tuiles lorsqu'on a assez de pièces pour aller acheter des tuiles dans le dépôt noir, ça peut être intéressant aussi. Bref, toutes les actions sont importantes, puis c'est vraiment le fun à planifier comme jeu, puis à déployer. Le combo dans ce jeu-là, c'est vraiment mortel. C'est un jeu qui a quand même une belle fluidité. Les tours de jeu sont quand même rapides parce qu'on joue nos deux actions avec nos 2 dés. Puis il y a juste 4 sortes d'actions disponibles. On peut aller acheter des tuiles d'ouvriers si justement on veut manipuler un peu les dés. On peut vendre des marchandises, mais principalement ce qu'on va faire, c'est acheter des tuiles au milieu ou aller poser des tuiles sur notre plateau principal. Fait que souvent, c'est des actions qu'on a eu le temps de réfléchir un petit peu avant que ça arrive à nous. Fait que quand ça arrive à notre jeu, on a vu qu'on a déjà lancé les dés. Fait que ça, c'était quand même intelligent de lancer les dés tout le monde en même temps au début de la ronde. C'est même spécifié dans le livret d'instruction que c'est pour accélérer le tempo puis laisser le temps de réfléchir aux joueurs, le temps que ça arrive à ton tour. Tu sais que tu as eu ces résultats-là. Ok, ben avec celui-là, je vais essayer d'acheter cette tuile-là, c'est encore disponible. Avec celle-là, je vais placer cette tuile-là. Fait que ça arrive à moi, je sais déjà à peu près où je m'en vais. Puis mon tour de jeu est quand même très rapide. Fait que même si tu joues à 4, je pense que c'est un jeu qui garde quand même un très bon rythme. Je n'ai pas essayé la variante solo, malheureusement, mais elle est incluse dans le jeu. En fait, cette édition-là du jeu, c'est qu'on a pris le jeu de base, on a fait une petite refonte visuelle, graphique un petit peu, et on a mis les 10 mini-extensions. Je ne sais pas si les 10 sont mises au complet, mais il y en a quand même plusieurs dans cette boîte-là, dont l'extension solo, l'extension pour jouer en équipe. Vous avez des extensions avec des cartes qui vont avoir d'autres icônes qui vont faire des différentes choses. Vous avez plein de cartes disponibles, vous en avez 16 recto verso dans le jeu. Donc énormément de plateaux qui sont différents, qui vont avoir des règles différentes quand on va acheter les plateaux d'extension et tout ça. Fait que ça fait que c'est une boîte qui a extrêmement de rejouabilité à l'intérieur parce qu'il y a tellement de matériel, tellement de variantes, de choses qu'on peut essayer d'une partie à une autre. Fait que vous allez jamais arrêter de vous amuser avec cette boîte-là. Puis quand même, je pense qu'elle coûte autour de 50$, ce qui est excellent côté prix pour nous autres au Québec. C'est rare qu'on paye des jeux de 50$ et moins aujourd'hui en magasin. Donc d'avoir tout ce qu'il y a dans cette boîte-là pour 50$, c'est vraiment un bijou. C'est vraiment pas un jeu qu'on devrait se poser de questions, puis on devrait aller l'acheter tout de suite au magasin. J'aime beaucoup les aides de jeu qui sont les grosses tuiles comme ça. Donc c'est recto verso. D'un côté, vous avez le petit tableau justement avec combien de points ça donne quand tu fermes une zone, dépendant quand on est dans la partie puis le nombre de cases. Tu as un petit résumé avec les 4 icônes des 4 actions principales. L'action bonus qu'on peut faire en dépensant 2 pièces pour acheter une tuile noire. Fait que c'est vraiment un résumé de tout ça sur le premier côté. Puis de l'autre côté, c'est un résumé des 5 couleurs de tuiles. Donc qu'est-ce qu'elles font quand on les place. Et vous avez ensuite les 8 sortes de bâtiments, qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis vous avez même quelques bâtiments d'extension qui sont en parenthèse que je ne vous ai pas montré. Je pense qu'il y avait assez de choses dans le jeu de base pour cette vidéo-là. Donc vous avez quand même un petit aide visuel assez intéressant pour essayer d'apprendre un peu ces icônes-là puis d'avoir un peu moins le nez dans les règles pendant vos premières parties. Par contre, un petit bémol avec ces aides de jeu-là, l'iconographie, elle n'est pas évidente. Surtout la première fois que tu joues, les 8 sortes de bâtiments, les monastères, il y en a plein de sortes différentes qui donnent des pouvoirs, tout ça. Il y a beaucoup de variétés dans les bâtiments, fait que c'est pas évident. Ok, qu'est-ce qu'il fait déjà lui? Ah, puis lui.
OK, mais là, fait qu'on sait pas trop où se lancer dans nos premières parties. Fait que l'iconographie n'est pas évidente à prendre en main, mais une fois qu'on a joué quelques fois, ça rentre vraiment bien. Puis ça va être suffisant pour nous faire un rappel d'avoir ça entre les mains. Sinon, si on continue dans les petits côtés négatifs, ben c'est pas un jeu qui est réputé pour avoir un bon matériel et un beau visuel. La version de 2011, c'était vraiment très beige longtemps. Là, on a retapé un peu le visuel. Les couleurs sont pas mal plus vives dans cette édition-là. Personnellement, moi, je préfère cette édition-là. Donc, ils ont remanié le côté visuel. Je trouve ça un peu plus attrayant. Mais ça reste que c'est juste OK côté visuel. C'est pas un jeu qui va vraiment vous taper dans l'œil. Autant en regardant la boîte en magasin, c'est pas ça qui va vous stimuler beaucoup à essayer de vouloir acheter ce jeu-là ou vouloir regarder même jusqu'à l'autre bord de la boîte. Fait que c'est pas vraiment une de ses forces. Puis la qualité du matériel, les cartons dans ce jeu-là, les tuiles sont extrêmement minces, donc c'est un peu cheapette le matériel à l'intérieur. Mais il y a tellement de matériel dans la boîte qu'au moins ça compense. Oui, la qualité est médiocre pour le matériel, mais au moins on en a quand même. Côté variété, on gagne parce qu'il y a extrêmement beaucoup de choses dans la boîte. Mais bon, ça aurait pu être mieux pour la production. Puis c'est sûr que là-dessus, les tuiles, une fois qu'elles sont placées, ben tu sais, oui, ça peut glisser, ça peut se déplacer. J'accroche mon plateau, tout se déplace, on est en fin de game, c'est un peu fatigant, mais ça fait partie de ce jeu-là. On n'aurait pas vraiment pu mettre des gros plateaux à double layer parce que justement, le fait qu'il y en ait 16 recto verso dans la boîte, ben il faut qu'il soit quand même assez mince. Mais bref, ça aurait pu quand même être un petit carton un peu plus épais plutôt qu'un petit carton très mince pour les plateaux aussi. C'est sûr que la thématique, c'est pas nécessairement ça non plus qui va aller vous chercher le plus quand vous allez acheter ce jeu-là. C'est pas vraiment une expérience très thématique. Donc c'est un jeu très abstrait quand on y pense, là. Donc on place des trucs, on fait des combos, on fait des points. C'est vraiment une grosse salade de points qu'on va essayer de faire en construisant notre royaume avec des tuiles. Somme toute, après 10 ans, ce jeu-là, c'est assez étonnant qu'il soit encore aussi bon. J'y ai rejoué dernièrement. En fait, ça fait pas longtemps que je le possède. Je me suis procuré il y a quelques mois avec cette nouvelle édition-là, en fait, qui est super attrayante parce que justement, on a beaucoup de contenu à l'intérieur. J'avais déjà joué par le passé avec des amis qui l'avaient, avec la vieille édition et tout ça. Donc, j'avais toujours trippé un peu sur ce jeu-là dans son côté mécanique, son côté gameplay qui m'avait toujours stimulé beaucoup. Là, on a un petit peu amélioré le côté visuel, fait que ça, c'est quand même intéressant dans cette édition-là. Mais pour qu'un jeu survive après 10 ans aujourd'hui dans le jeu de société, puis qu'il soit encore au top aussi bas dans le top 100 de Board Game Geek, il est quand même, si je ne m'abuse, dans le top 20. Bref, il est quand même assez bas encore, puis je pense que c'est très mérité. C'est vraiment un beau jeu. C'est un jeu que, on dit souvent, des fois, on veut introduire des nouveaux amis dans le jeu de société, on leur fait jouer à ce qu'on appelle des jeux d'introduction, des jeux vraiment simples, tout ça. Puis à un moment donné, on arrive à un stade où c'est comme, ok, j'ai fini d'y faire jouer à des jeux d'introduction, qu'est-ce que je peux faire pour monter d'un cran? Puis la réponse à cette question-là, je vous dirais que la majorité du temps, ça va être Castles of Burgundy. Fait que Castles of Burgundy, c'est le jeu, quand c'est le temps de monter d'un cran à des joueurs que tu inities, c'est ce jeu-là que tu vas sortir. C'est un jeu que tout le monde devrait avoir à la maison. C'est le genre de jeu de must-have dans une collection. Ce serait peut-être intéressant d'ailleurs de faire un top 10 des jeux à avoir dans une ludothèque. Je pense qu'il en ferait partie notamment. Fait que c'est quand même des belles qualités. Puis j'ai pas le choix pour toutes ces raisons-là de lui mettre une note de A. Donc c'est un excellent jeu qui a défié le temps. C'est un super jeu de planification, de combo, avec du placement de tuiles, du placement de dés, tout ça. Donc vraiment très stimulant le gameplay. Si vous n'avez pas essayé ça encore, je ne sais pas ce que vous attendez. Bref, allez-y, sautez sur une boîte de Castle of Burgundy. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh! C'est vrai, on est lundi. On va donc lancer le concours du lundi pour le mois de juillet 2021, dans lequel vous pourriez gagner justement une boîte de Castles of Burgundy. Avant de vous dire comment participer, on va annoncer le gagnant du mois dernier. Au mois de juin, on faisait tirer le jeu Trek 12, Trek 12 en fait, petit jeu de roll and write très intéressant. Et notre gagnante pour Trek 12, il s'agit de Jacinthe Bouchard. Donc félicitations Jacinthe, tu peux nous écrire à professeurboardgame@gmail.com pour nous envoyer tes coordonnées qu'on puisse te faire parvenir ton prix. Pour ce mois-ci, donc à chaque lundi, vous aurez dans la vidéo du lundi une question du jour et à chaque question du jour que vous répondez, vous enregistrerez des participations pour le concours du mois. Et au début de l'autre mois, on révélera le gagnant comme on a fait aujourd'hui.
Donc la question du jour est la suivante. Quel jeu que vous adorez et qui a un matériel un peu décevant, ou quel jeu que vous adorez et qui a un visuel un peu décevant? Vous nous laissez ça en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Bonne chance à tous pour ce nouveau concours. Si vous nous supportez sur Patreon aussi pour 5$ et plus, vous avez une participation supplémentaire au concours. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer notre petit bonhomme ici en bas, question qu'on se rende à 10 000 pour pouvoir ouvrir cette belle boîte mystère. Et sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez ce qu'on crée comme contenu, vous pouvez venir nous supporter sur notre page Patreon. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.